facture que nous payons, avait notamment financé, dans un cadre totalement baroque, des études de recherche-développement de la Lyonnaise des Eaux pour développer une nouvelle forme d'ingénierie écologique. Les Veolia lyonnaises et Sor que vous avez connues vont radicalement changer de visage dans les années qui viennent. Ils vont désormais s'emparer de la gestion de la ressource elle-même. Demain, ce seront Veolia, Suez et Sor qui vont gérer les milieux aquatiques, s'assurer qu'on remplit nos engagements communautaires, s'occuper de la biodiversité, des eaux humides, etc., etc. Et alors, je vous dis ça parce que l'été dernier, juste avant le premier passage à l'Assemblée nationale, il y a un colloque qui a été organisé à ciel ouvert par l'Association française des EPTB, des établissements publics territoriaux de bassin, parce que c'était eux qui étaient un peu à l'origine du complot en question, la Lyonnaise des Eaux et la DCF, l'Association des communautés de France. Et devinez où se tenait ce colloque avant la présentation à l'Assemblée nationale. Il se trouve que l'Assemblée nationale, que vous connaissez tous, au 126 sur la place, hein, le Palais Bourbon, il y a un autre bâtiment, le 101 de l'autre côté, et à l'arrière de ce bâtiment, il y a une petite rue, là, derrière, où il y a des ministères, et de l'autre côté, il y a un ancien hôtel particulier absolument superbe, qui vient d'être acheté par une bande de brigands, c'est la première fois que j'y allais. Alors vous arrivez dans la cour d'un hôtel particulier superbe, tapis rouge et tout. Et c'était là-dedans qui était organisé le colloque de nos amis de la Lyonnaise, etc., qui portait justement sur les enjeux à venir de cette nouvelle compétence. Et donc, juste à l'arrière du 101, etc. C'est absolument... Si vous voulez, on reproche, moi le premier, beaucoup de choses aux pays anglo-saxons. Dans des pays de culture anglo-saxonne et dans la quasi-totalité des pays européens, ces pratiques ne seraient pas admises. On est dans un registre où les conflits d'intérêts sont permanents. Les financements des politiques publiques de l'eau, qui représentent plusieurs milliards d'euros chaque année, sont décidés par des gens qui passent du public au privé, qui ont 10 casquettes, qui siègent, par exemple, dans un comité d'engagement des agences de l'eau, qui siègent au comité d'argent, qui va donner des finances, qui s'attribuent eux-mêmes des financements dans une institution privée dans laquelle ils siègent aussi. Bon. Et ça fait des décennies que c'est comme ça, et ça se fait à ciel ouvert. Et donc, il y a, au-delà de mon point de vue, de cet impératif de recréation d'une ingénierie publique territorialisée, il y a une nécessité absolue de la création d'une autorité nationale de l'eau, qui aura le pouvoir de se saisir par injonction, par investigation, d'identifier tous les conflits d'intérêts. Cette proposition a été portée dans le cadre du rapport de Sage que j'évoquais tout à l'heure, qui avait déjà valu des déboires avec Ingénierie Héros et compagnie. Et immédiatement, il y a eu une coalition de tous les gens qui n'en veulent pas, c'est-à-dire tous les professionnels du monde de l'eau, qui sont immédiatement intervenus, ça a été étouffé, etc. Mais je vous assure, aussi longtemps qu'on n'aura pas une autorité nationale de régulation, une ingénierie publique, des dérives comme celles dans lesquelles vous avez été affrontés se perpétueront à l'infini, parce qu'effectivement, monsieur, moi je suis très respectueux des élus, et je pense, y compris un maire comme le vôtre, je pense que votre affaire, là, pour lui, ça a transformé sa vie en cauchemar. Parce qu'il s'est retrouvé à avoir un truc lui tomber dessus, donc il ne savait même pas que ça pouvait exister. Et pendant des années, il se ramasse Bercy, la DG, machin, Veolia. Le mec, il vient de cauchemar absolu. Donc, effectivement, il serait tout à fait pertinent, peut-être, ou bien qu'il prenne quelques vacances, c'est pour sa propre santé, ou bien que par un miracle, il décide de revenir en gestion publique. Parce que moi, je suis vraiment persuadé qu'il a vécu un cauchemar. Et c'est quand même tout à fait dommage. Juste pour en faire un peu de contradiction, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marc par rapport à la question que vous avez posée concernant le... je vais en rajouter un petit peu. Je pense qu'on excuse trop les élus. Voilà. Moi, je considère que lorsque j'ai été élu, j'ai été maire adjoint chargé de l'eau, on m'a retiré mes délégations parce que je voulais revenir en régie. Donc, mon maire socialiste m'a retiré mes délégations. Et j'ai perdu 800 € par mois. Parce que c'est souvent ça, les gens qui ne parlent pas, je ne parle pas des élus d'opposition, les élus de la majorité, qui sont des béni-oui du maire, souvent un petit peu dictateurs. C'est vrai partout un peu. Mais oui, mais c'est la réalité. Ils ont tous les pouvoirs. Donc, souvent, les élus, les maires adjoints, ah bah oui, mais j'ai une petite indemnité, j'ai un petit pouvoir. Si je contrarie monsieur le maire, j'aurais plus le pouvoir. Allez au congrès des maires, qui se passe la 3e semaine de novembre. Zone interdite va le montrer. Comment vous avez ces élus locaux de province et des grandes villes qui viennent dans les stands de Veolia et de Suez manger du foie gras, des huîtres et du champagne, et ensuite se faire payer
le Lido pour les plus méritants, voire le Crazy Horse, et pour les plus méritants, je ne sais pas. Donc ça existe, ça, et ça joue aussi, ça. Donc, cette critique n'est pas simplement négative. Moi, je ne veux pas faire du populisme du Front National, mais quand même, à partir du moment où il y a des mauvais exemples, et qu'il se passe toujours souvent ce genre de choses, et que personne vient voir le conseil municipal parce que le public n'a pas le droit à la parole, est-ce que c'est normal tout ça? Les gens qu'on a élus pour 6 ans, on n'a même pas le droit de les interroger en public. Vous vous rendez compte? Donc ça, moi, ça me pose problème. Et alors pour les audits, je finirai là-dessus, les audits, on a tenté dans plusieurs régions, notamment dans ma région, en Ile-de-France, de faire une sorte d'audit public indépendant, régional. Ça a bien marché, on a réussi à ce que toutes les élus de gauche votent une ligne budgétaire de 800 000 € pour aider les collectivités à faire des audits, dans ce sens-là. Et puis, des gens, même de mon propre parti, un parti qui, soi-disant, fait la politique autrement, a commencé à accepter que Igor Semo, numéro 2 de la Lyonnaise des Eaux, vienne dans une réunion qui était réservée aux élus pour réaliser cette cabinet d'audit indépendant public. C'est-à-dire que notre ennemi, on faisait venir pour qu'il sache comment on allait essayer de l'écarter. Arrivé un moment, je veux dire, quand le lobbying est aussi puissant, je sais que vous voudriez que je lance des noms, mais je ne vais pas le lancer ce soir, pourtant ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Parce qu'il y en a de partout, ces gens-là, on les retrouve, et à droite, et à gauche. Parce qu'évidemment, les contrats, ils sont dans les lignes de gauche, ils sont dans les lignes de droite. Alors il faut être bien avec tout le monde. Donc arrivé à un moment, moi je pense que, et là, c'est pour ça que je félicite encore cet arrêt d'Olivet, parce que ça crée un mouvement citoyen. Parce qu'il n'y a que le mouvement citoyen qui peut faire changer les choses, même si c'est dur juridiquement. Et grâce aussi aux médias. Et je passe à Pascal. Transition, merci Jean-Luc. Nous allons parler avec Stéphane Cusby, donc de la situation de Fleury-les-Aubrais, où là, le mouvement citoyen a permis de faire bouger les lignes. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Oui, effectivement, je suis extrêmement heureux d'avoir répondu à l'invitation de Liliane pour venir parler à Olivet de la situation de l'eau à Fleury. Alors pourquoi est-ce que je suis si heureux de venir ici? Parce que grâce à Olivet, on a quand même un peu avancé. Vous avez beaucoup travaillé de votre côté. Je vous remercie beaucoup pour votre travail parce que vous nous avez économisé un certain nombre de temps et d'énergie. Alors, je vais vous présenter brièvement, si vous le voulez bien, comment ce mouvement citoyen dont vous avez sûrement entendu parler s'est fait et de quelle manière on a réussi, mine de rien, à faire avancer la situation à Fleury, même si on n'est pas encore arrivé au bout et que le combat n'est pas gagné. Alors je représente ici le collectif citoyen pour la municipalisation du service de l'eau à Fleury-les-Aubrais. Je tiens à préciser qu'il y a également une autre structure qui s'appelle le comité des usagers du service public, qui s'est penché également sur la question depuis plusieurs années et qui s'est davantage porté sur des questions d'ordre juridique, y compris en intervenant auprès du tribunal administratif pour contester certaines décisions. Mais en ce qui concerne le collectif citoyen, il est né en 2009 à partir d'un certain nombre de constats qui sont comparables à ceux que vous avez pu faire à Olivet. Je vais plutôt vous parler de la Sorre. Ici c'est l'Eolia, chez nous c'est la Sorre, mais enfin ça serait ils se valent tous. En 2009, le contrat durait depuis 1937. Il était prévu pour durer jusqu'en 2020. En fait, c'était pas un contrat unique, mais c'était une succession de contrats qui étaient renouvelés de 20 ans en 20 ans, de 30 ans en 30 ans, de 25 ans en 25 ans. Le dernier mandat devait durer 25 ans de mémoire, devait se terminer en 2002. Autre particularité, c'est qu'on avait l'eau la plus chère de toute l'agglomération. Et puis comme dans beaucoup d'endroits,
le taux de fuite dans le réseau était très important. Voilà. Le taux de rendement était de 70%, donc il y avait 30% de l'eau qui partait dans la nature. Alors comment ça a démarré cette mobilisation qui est, je dois le dire, assez étonnante, à partir de très peu de personnes. Je dirais même d'un bonhomme qui est venu, qui est allé voir des gens, s'appelle Alain Gillard. Il n'est plus là sur Fleury, il a changé de région, il a déménagé, mais le collectif a poursuivi son action. Et il a proposé, en allant voir des gens, de signer une pétition et de l'aider à faire signer cette pétition. C'était en fin 2009. La première pétition, elle est là. C'était tout simple. Sur une photocopie. Voilà. Là, il y a 7 noms, voilà, que je reconnais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et quelques mois après, ça a bien pris. Parce que les Fleurissois se rendaient bien compte que leur eau était chère, que le service n'était pas au rendez-vous, que lorsqu'il y avait des difficultés avec la SOR, ils n'étaient pas toujours bien considérés. Ça a pris une ampleur assez rapidement sur le marché de Lamballe, pour celles et ceux qui vont parfois au marché de Lamballe à Fleury-les-Aubrais. On faisait signer les pétitions, je peux vous le dire, à tour de bras, vraiment à tour de bras. Puisque dès le printemps 2010, on avait déjà 700 sous le coude. Voilà. On a décidé, donc au printemps 2010, d'aller les remettre au maire de Fleury-les-Aubrais. Voilà. Pour l'alerter, pour lui dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette commune. Donc c'était les 700 premières, on a demandé une audience, il nous a reçus. Très bien, fort aimablement. Mais bon, c'est rien passé. Alors on a continué. On est toujours en 2010. Puis on a fait une première grande réunion publique où Jean-Luc Touilly avait été sollicité, je ne le connaissais pas à l'époque. Et maintenant on s'en a un peu plus, voilà. Il y a 150 personnes, à peu près l'équivalent du nombre de personnes ce soir, qui étaient venues à l'époque, en 2010. Et là, ça a vraiment été le début du commencement. Et notamment le début où on s'est vraiment intéressé à l'arrêt dit Olivet. Pourquoi ? Parce que toi qui es un spécialiste de la chose, en direct live, si je puis dire, au cours de cette réunion publique, les Fleurissois ont appris plein de choses, mais nous aussi, au sein du collectif, on a appris plein de choses. Notre objectif premier, c'était le retour en régie. Voilà. Pardon, pas le retour en régie, d'avoir une régie, pour avoir une eau au prix juste et pour que la gestion de l'eau se fasse dans la transparence. Mais on n'avait pas encore abordé cette question de l'arrêt Olivet. Tu nous as apporté des éléments qui nous ont permis par la suite d'avancer et on t'en remercie. On ne nous a pas pris au sérieux du côté du maire. Lorsqu'on a commencé à parler de l'arrêt Olivet et qu'on a dit normalement le contrat se termine en 2015 et normalement ça devrait être sans indemnité, donc on peut s'orienter d'ores et déjà vers une régie et on peut même d'ailleurs décider de maintenant de la municipalisation du service de l'eau à Fleury-les-Aubrais. On ne nous a pas pris au sérieux parce que dans un bulletin municipal qui date de la mi-2010 je crois, octobre 2010, on nous disait à l'époque les indemnités de sortie à la charge de la ville, voilà, s'établiraient à 5 millions d'euros en cas d'interruption en 2012 et à 2,5 millions d'euros en cas d'interruption en 2015. 5 millions en 2012, 2,5 millions en 2015, et vous verrez ce que ça a donné 2 ans après ces montants d'indemnité. Comme ça n'arrivait pas à faire avancer le problème, on a continué à faire signer nos pétitions. Et je dois dire que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il suffisait de se présenter sur le parking de Lamballe, voilà. On avait beau en avoir 700, puis 1000, puis 1200, puis 1500. Ça rentrait toujours. Voilà. On a dépassé les 2000. Et un soir, de conseil municipal,
nous sommes allés les porter au maire, voilà, en main propre. 2000 signatures. C'était au conseil municipal du 28 novembre 2010, ça fait 3 ans maintenant. Et là, ça a commencé à bouger. Parce que la presse, évidemment, s'est emparée de l'affaire. Ça commence à faire beaucoup, plus de 2000. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on s'agitait, qu'on nous voyait sur la ville de Fleury. Et je rejoins en cela ce qui a pu être dit tout à l'heure par le monsieur qui était conseiller municipal, je crois, en disant que c'est la mobilisation aussi qui fait avancer le schmilblick. Ce qui a été un tournant également, enfin c'est comme ça qu'on l'analyse, c'est la fameuse circulaire DGFIP qui a, comment dirais-je, été transmise donc, par le ministère des Finances à chacune des directions régionales des finances publiques pour que chacune des collectivités soit alertée par leurs receveurs percepteurs sur le fait qu'elles pourraient être ou non concernées par l'arrêt Olivet. Et là, à la réception de cette circulaire, la ville de Fleury-les-Aubrais et le maire de Fleury-les-Aubrais a commencé à s'interroger. Mais s'interroger, je dirais, d'une manière un peu suiviste. D'ailleurs, il n'a pas anticipé, il en avait beau dire monsieur le maire, ça ne bougeait pas. Et lorsqu'il y a une circulaire ministérielle, bon, là on commence à s'intéresser à la situation. Il a, de notre point de vue, plutôt pas trop mal abordé les préconisations de cette circulaire DGFIP, préconisation qui était, par exemple, de faire intervenir un cabinet d'audit pour savoir où en était son service, son contrat de délégation. Et il a choisi comme cabinet d'audit, un cabinet d'audit indépendant, voilà, non rattaché à un grand groupe local, un cabinet local qui est basé en fait sur Sarange, je me demande s'il n'est pas sur Orléans maintenant, qui s'appelle ADM Conseil. J'ai amené le résultat de l'audit ici. ADM Conseil, c'est un cabinet indépendant. Voilà. Et qui a rendu ses conclusions. C'était très clair. Les conclusions, c'est le contrat est caduc au 3 février 2015, pardon, sans indemnité. Voilà. Sans indemnité. Et néanmoins, le cabinet d'audit a précisé que si la collectivité souhaitait rompre le contrat au 31 décembre 2012, il y aurait là des indemnités à payer qui seraient comprises entre 850 000 et 950 000 euros. En arrêtant le contrat au 31 décembre 2012 au lieu de 2020 à l'origine. Par rapport aux chiffres annoncés au départ, si vous vous souvenez bien, 5 millions d'euros en 2012, 2,5 millions en 2015, ça se termine à 0 en 2015 et 850 000 euros en 2012. Dans la foulée, le maire, toujours sous l'effet de la présence je dirais de la mobilisation citoyenne, n'a pas laissé le temps passer, n'a pas fait le mort, puisqu'assez rapidement derrière la production des conclusions de l'audit, il a fait voter au conseil municipal donc une délibération qui acte la caducité du contrat en 2015. Dans la même délibération, il a demandé l'autorisation à son conseil municipal de négocier une baisse substantielle du prix de l'eau à Fleury-les-Aubrais. Alors, c'est l'autorisation de négocier. Alors, nous, on s'en est satisfait évidemment, mais on a bien saisi que si personne s'était occupé de l'affaire, s'il n'y avait pas eu de pression citoyenne, on n'en serait pas forcément arrivé là.
La négociation n'a pas duré si longtemps que ça, puisque 2 mois après, le maire nous présente le résultat de ces négociations, effectivement, moins 30%, en 2 fois quand même. Au 1er janvier 2012, la moitié de la baisse. 1er janvier 2013, la seconde moitié de la baisse. Prix de l'eau plus abonnement. Donc c'était vraiment moins 30% du prix de l'eau et de l'abonnement. On avait fait une estimation à l'époque du manque à gagner que cela pouvait représenter pour la SOR. Sur 2012, première partie de la baisse, 2013, 2014 et janvier 2015, voilà, donc sur quelques années, à partir du volume d'eau vendu, on a pu l'obtenir dans les rapports annuels, il y a le volume d'eau vendu sur la commune. Et ben on a fait une estimation à peu près du manque à gagner pour la collectivité. 2 millions pour la SOR, 2 280 000 euros en 3 ans. Hein. La SOR a renoncé à 2 280 000 euros. C'est l'estimation qu'on a faite. On a fait un tract à ce moment-là, parce qu'il y avait justement une réunion publique dans la foulée. Donc on a profité pour mettre cette information-là, donc le tract qui était diffusé très largement. Ce chiffre est donc devenu public. On a même fait un communiqué de presse, pardon. Il n'a été démenti par personne. On n'a pas été attaqué. Donc, alors, c'est plus ou c'est mal, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, on n'a pas dû le surestimer. On n'a pas dû le surestimer. Alors, 2 280 000 euros sur 3 ans, alors que la SOR gère la ville, enfin, la SOR de l'eau de la commune depuis 1937, c'est vous dire les sommes astronomiques qui... voilà. Et nous, on était très contents parce qu'on s'est dit, avec tous les amis, bah, c'est ça en moins qui ne sera pas pris dans la poche des Fleurissois. Malgré cette baisse du prix de l'eau de 30%. À Fleury-les-Aubrais, le prix de l'eau reste légèrement supérieur à la moyenne du bassin Loire-Bretagne. C'est dire si on a payé cher. Ah bah oui, non mais on vous rend l'appareil, voilà, vous nous avez aidé, on vous donne la tête. Alors, la partie n'était pas pour autant gagnée, parce que ce que nous souhaitons, ce pourquoi nous battons, c'est avant tout pour que l'eau soit gérée en régie municipale. Donc en 2012, on a pu constater sur les factures l'application de la baisse du prix de l'eau, mais nous avons souhaité nous appuyer sur un exemple concret de communes qui avaient choisi de revenir en régie. C'est Saint-Jean-de-Bray. 1er janvier 2012, la commune anciennement gérée par la SOR, justement, d'une taille comparable à Fleury-les-Aubrais, un peu moins de 20 000 ou un peu plus de 20 000, a fait le choix de passer en régie. Nous avons souhaité nous appuyer sur cet exemple pour dire bah oui, c'est possible, par exemple, on n'y arrive pas. Voilà. Donc on a fait une campagne à l'époque là-dessus, on avait fait venir des élus à 2 reprises. Mais néanmoins, reste la question de l'après 2015, qui est toujours pas réglée en fait. Toujours pas réglée. Pour régler ce problème, il faut faire un choix à un moment. Le maire a choisi de faire un nouvel audit pour l'aider à choisir le meilleur mode de gestion. Alors, on a été plutôt satisfait de voir qu'il avait choisi le même cabinet d'audit qui avait plutôt produit un bon travail la première fois.
Les conclusions de ce deuxième audit ont été rendues au maire. Le cabinet, très sympa d'ailleurs, a fait une formation gratuite pour tous les élus pour leur expliquer, en fait, pour faire de la pédagogie. Mais on n'a pas eu en main, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il n'a pas été publié. Donc on est toujours là. Il semble, d'après ce que disait le maire de Fleury-les-Aubrais jusqu'à il y a encore quelques mois, que le choix serait fait dans un conseil municipal de la fin de l'année. Voilà, donc là on est déjà en octobre. Donc on ne sait pas si une délibération qui tranchera sur le futur mode de gestion sera proposée d'ici la fin de l'année. Si ce n'est pas la fin de l'année, ça paraît compliqué de le faire 1 ou 2 mois avant les élections. Donc on en est là aujourd'hui. Donc il y a des côtés positifs, effectivement. Il reste quand même l'essentiel aussi. C'est le futur mode de gestion. Je tiens à préciser qu'au fil du travail lourd qu'on a fait, on partait de rien, on ne connaissait rien à l'origine. On a compris qu'à Fleury-les-Aubrais, l'eau était d'une qualité extraordinaire. Elle est dans ce sol, elle est quasiment potable sans traitement. Voilà. Quasiment potable sans traitement. Donc on se rend compte aujourd'hui que pendant des décennies, on a payé une eau extrêmement chère, alors même qu'aujourd'hui, elle nécessite que très peu de traitement, et cela a été reconnu je ne sais plus si c'est en 2013 ou en 2012, par les élus fleurissois, effectivement. Elle nécessite peu de traitement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc le combat pour nous continue, voilà. Ce qui nous importe, c'est la mobilisation citoyenne. On regroupe des fleurissois de différents horizons. On n'est pas constitué en association, comme vous pouvez l'être à Olivet. On fonctionne de manière très libre. Il y a des gens de tout bord qui travaillent, et vous aussi, je suppose. Voilà. Donc, je vous remercie. On va peut-être passer la parole, le micro à sauter peut-être les questions, parce que je vois que leur tour. La parole à Liliane Duvalda, la présidente d'ICO, qui va refaire le point sur l'historique aussi de ce que vous connaissez à Olivet. Je pense qu'à Olivet, les participants qui sont présents ont déjà beaucoup entendu parler de l'eau et connaissent pas mal notre dossier. Je dirais qu'il y a quelques similitudes effectivement avec le cas de Fleury-les-Aubrais. C'est grâce à une grande mobilisation citoyenne qu'on a pu faire avancer ce dossier. Je pense qu'aujourd'hui, si on a obtenu la caducité du contrat et qu'on a pu faire appliquer réellement l'arrêt d'Olivet, c'est parce qu'on était là, quelque part, nous, ICO. Si on avait été absent, il est clair que j'ai le souvenir d'avoir assisté à un conseil municipal en 2011 où le maire citait un calendrier. Les choses devaient être réglées en 6 mois de temps, en fait. On l'a quelque part retardé, c'est clair. Et je pense que son projet était de toute façon la prolongation du contrat. Effectivement, je pense qu'on l'a contrarié et on a réussi à faire appliquer l'arrêt Olivet ici. Donc je pense qu'on peut tous, de manière collective, être satisfaits de ça, d'avoir réussi. Alors on a un peu comme à Fleury, je dirais, utilisé un peu le même mode opératoire. On a utilisé, je pense que vous vous en rendez compte, aujourd'hui quand on parle d'ICO, tout le monde sait, tout le monde voit ces petits tracts verts et on nous connaît. Donc on a beaucoup fait signer de pétitions, on a beaucoup tracté dans vos boîtes de lettres. On a diffusé 4 bulletins depuis 2011, depuis qu'on existe, depuis avril 2011, quand Jean-Luc Touly est venu, on s'est créé 1 mois après, quand il est venu projeter Watton Ex-Money ici. On a donc diffusé 4 bulletins, on s'est fait connaître,
Et surtout, on s'est attaché à présenter et à défendre un dossier solide et à démontrer et à prouver la caducité de notre contrat. Et dans un premier temps, donc, on a monté un dossier avec l'aide de Patrick Dufaux de la Motte et d'autres personnes en interne pour prouver l'équilibre économique de notre contrat, qu'on ne devait absolument rien à Veolia. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'effectivement, je pense que c'est plutôt Veolia qui nous doit des sous. Donc voilà, on est arrivé à produire un dossier solide qu'on a fait joindre de force au dossier qui a été envoyé par la mairie auprès du directeur régional des finances publiques. Et d'ailleurs, on retrouve dans l'avis du DRFIP, on retrouve des éléments qui étaient dans notre dossier, donc ils sont publiés également sur les éléments qu'on a pu produire. Voilà. Donc ça, c'était la première victoire, le premier succès qu'on a eu, c'est ça, c'est faire appliquer, reconnaître cette caducité à Olivier. Voilà. C'était pas facile, hein. Nos relations avec la mairie étaient difficiles, étaient compliquées. On a eu beaucoup de mal pour se rencontrer, pour se faire entendre. Bon, au fil du temps, on a pu essayer, on s'est rencontrés, mais c'était compliqué. Voilà. Il y a également un autre point sur lequel on se battait, c'est un lien avec les comptes, bien entendu, c'est la fameuse commission de contrôle financier. On l'a réclamé à corps et à cri depuis le début. Et pendant 2 ans, on a argumenté, on a essayé d'expliquer on trouvait que c'était pertinent de pouvoir contrôler les comptes du délégataire, sachant que tout le monde était d'accord, que ce soit les experts de la ville ou nous, on était tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, les charges étaient surfacturées. Donc à partir du moment où on est d'accord là-dessus, on ne comprend pas pourquoi la mairie ne voulait pas mettre en place cette commission. Dans un premier temps, on nous a dit qu'elle n'existait pas ou qu'elle était tombée en désuétude, qu'il y avait une autre commission qui était mieux, qui existait, qui pouvait faire cet office qui s'appelle la commission consultative des services publics locaux. On a eu des éléments venant du ministère de l'Intérieur, nous disant qu'effectivement cette commission existait bien. Donc, à force d'insister et d'arriver avec des éléments, on a quelque part fait un recours auprès du maire,